Nous accueillons pour cette première table ronde Madame la députée Laure de la Raudière, si vous voulez bien alors prendre place, députée d'Eure-et-Loir, autre concentré, personnage très concentré en effet au sein du Parlement sur ces questions. À la pointe, nous le verrons tout à l'heure. Avec nous aussi Christelle Fiorina. Madame Fiorina, si vous êtes là, merci beaucoup. Vous êtes coordinatrice du volet économique de la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle à la DGE, à Bercy. Accenture, Laurent Stéphanie, directeur exécutif IA Intelligence appliquée chez Accenture. Merci. Intel est représenté par Rémi Elouazane. Vous êtes responsable de l'intelligence artificielle chez Intel. Merci de votre présence aussi. Et quand je dis merci de votre présence, comme vous êtes, comme Aurélie Jean, des deux côtés de l'Atlantique très souvent, en effet, mon remerciement prend du poids. Et Aurélie Jean, donc merci de nous rejoindre. Vous êtes docteur en sciences. Et entrepreneur, vous êtes chercheuse et vous insistez sur le terme entrepreneur. Vous êtes, c'est pas moi qui le dis, vous êtes numéricienne. En tout cas, c'est comme ça que le magazine Le Point, par exemple, vous a présenté. Et il dit même que vous êtes aujourd'hui sans doute une de nos pépites, une des scientifiques françaises qu'il faut suivre de près. Vous venez de publier « De l'autre côté de la machine, voyage d'une scientifique au pays des algorithmes ». Et pour être tout à fait honnête, celui-là, c'est celui que vous m'avez présenté ce matin, que vous nous avez apporté ce matin. Je suis allé hier après-midi le chercher dans une librairie. Il était en rupture de stock. Voilà, il est sorti le 13, il est déjà en rupture. C'est formidable. Aux éditions de l'Observatoire. Et Romain Mouton et Joachim, qui ont travaillé sur ce colloque, l'ont lu et m'ont dit que voilà, c'était formidable et qu'il fallait aller dedans. Alors, une fois que j'ai dit ça, ça va devenir compliqué. En tout cas, pour vous, plus exigeant peut-être, parce que vous commencez en nous disant il faut que les scientifiques, les informaticiens notamment, mais pas exclusivement, deviennent ou redeviennent, à l'instar de grands philosophes que vous citez, des philosophes. On est dans la question de l'adoption. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous considérez qu'il faut faire cet effort de réflexion beaucoup plus large que simplement sur l'intelligence artificielle et la façon d'opérer pour que la société, elle aussi, l'adopte? Merci beaucoup pour la question et merci à Romain Mouton et RM Conseil de l'invitation. Je dis aussi que les philosophes doivent s'intéresser aux sciences dures. C'est très important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans une société en pleine mutation. Et les gens autour de cette table ronde le savent pertinemment, à toutes les échelles, avec un impact économique, social, sociétal. Et donc c'est important en fait que les scientifiques qui ont, dans toute l'histoire de l'humanité, été aussi des philosophes, il ne faut pas l'oublier, redeviennent, à partir de la moitié du XXe siècle, on a eu en fait une séparation des deux disciplines, qui dit en fait une fusion encore de ces deux disciplines, de la philosophie et de la science, pour pouvoir se poser les bonnes questions, pour pouvoir aussi répondre à certaines d'entre elles, ou en tout cas entamer des discussions avec des gens qui viennent davantage de sciences humaines, ou des sociologues, des économistes, en fait, de tout niveau. Bon, alors l'adoption de l'intelligence artificielle, entrons dans le vif du sujet, elle n'est pas naturelle, dites-vous. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, selon vous, Alors justement, lorsqu'on avait préparé cette table ronde, pour moi c'est très important dans la notion d'adoption. L'adoption par tous, par les citoyens, par les législateurs, les parlementaires, les dirigeants économiques et politiques de notre pays. C'est justement pas forcément comprendre en fait le détail mathématique d'un algorithme, d'une donnée d'apprentissage ou d'un schéma de répétition, mais davantage en fait de comprendre quels sont les mécanismes de base, quels sont les différents types d'algorithmes pour pouvoir avoir un côté citoyen, d'avoir en fait des choix éclairés, c'est-à-dire ce que je dis dans le livre, en fait, je ne veux pas arriver dans une société où seuls les gens qui comprennent complètement auront le choix. Donc il faut que les gens comprennent un minimum, et donc on doit leur donner les clés, une certaine grille de lecture pour qu'ils comprennent en fait les outils qu'ils utilisent, et du coup et le choix d'une part des outils qu'ils utilisent, mais aussi comment les utiliser, et puis, que ce soit dans la vie professionnelle ou la vie privée, et puis de côté dirigeants économiques et politiques de nos pays, ce qui est très important, c'est qu'ils vont réfléchir à des lois, ils vont réfléchir à des régulations, ils vont réfléchir à des actions, et donc il faut qu'ils comprennent aussi un minimum les mécanismes pour pouvoir justement entamer une mutation égale, on va dire, et comme Laure par exemple le fait très bien, et il y en a d'autres, mais il faut vraiment que ce soit à tous les niveaux. Et vous sentez qu'on en est où, je dirais, de cette adoption dans la société française aujourd'hui, vous qui avez un pied de chaque côté de l'Atlantique et qui travaillez à la fois aux États-Unis et en France? C'est difficile à dire parce qu'en fait, ça dépend vraiment des citoyens, du
du domaine. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et puis qu'en plus c'est un problème, j'ai envie de dire, multi-échelle, puisqu'en fait c'est autant à l'école que dans le foyer, dans l'entreprise, dans la société. Il y a des choses qui sont faites à l'école déjà. C'est vrai qu'on n'en parle pas trop, mais en fait depuis septembre dernier, on est l'un des premiers pays au monde à avoir un cours obligatoire et optionnel de sciences informatiques dans tous les lycées de France. C'est-à-dire que tous les élèves de tous les lycéens vont être exposés à cette discipline, ce qui est pour moi fondamental. Et je parle de sciences informatiques, c'est une science, ce sont des maths appliquées. Et parfois des maths non appliquées pour certains domaines, en fait. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont faites, mais encore une fois, je pense qu'on peut aller encore plus loin. Il y a beaucoup de choses à faire et ça prendra du temps, inévitablement. Alors, l'adoption par le grand public, plus ou moins, n'est pas forcément un frein pour les scientifiques eux-mêmes, les ingénieurs qui, eux, travaillent et avancent. Mais enfin, en même temps, plus ça avancerait dans le grand public, plus ça boosterait les professionnels. Je pense qu'il y a différentes choses. C'est intéressant. Enfin, moi, c'est ce que je dis souvent. Moi qui produis des algorithmes, je dis souvent en fait que mes utilisateurs sont mes meilleurs ennemis. Meilleurs ennemis parce qu'en fait, ils vont m'aider à améliorer mes outils. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé avec des médecins, avec des économistes. Je travaille toujours avec un médecin, par exemple. Et c'est vrai qu'il... parce qu'il comprend ce que je fais, parce que je lui explique, il entre guillemets, il m'embête, et dans le bon sens du terme, pour améliorer mes modèles. Et je veux que les utilisateurs puissent anticiper sur des problèmes existants, puissent réagir intelligemment et puissent décider en fait d'arrêter d'utiliser un outil ou de l'utiliser différemment parce que cet outil ne répond pas à des besoins qu'ils veulent ou cet outil peut-être viole certains principes qui sont importants à leurs yeux, en particulier sur les données personnelles. Oui, on revient toujours à cette idée de réflexion. Il faut être capable à la fois d'exiger une efficacité pour l'usage et en même temps d'être capable de dire « Ah bah oui, mais là, ça sort des règles ». Voilà, exactement. C'est vraiment l'usager. Vous savez, je le dis souvent, je pense quelque part, paradoxalement, on est dans un système extrêmement démocratique, en tout cas d'un point de vue économique, puisque, en fait, nous sommes le talon d'Achille de ces outils. Et de ces gens... Nous, c'est qui nous ? Nous, les citoyens. Nous, les utilisateurs, nous sommes le talon d'Achille. J'aurais dû préciser, excusez-moi. Puisqu'en fait, si demain on décide d'arrêter d'utiliser un outil, l'outil n'existe plus, en fait. Donc c'est intéressant. Donc il faut vraiment prendre conscience de ça pour faire fonctionner son poids dans les débats. Et alors là, je ne parle plus du grand public, je parle des entreprises, par exemple. Vous dites, au fond, la question de l'adoption par les COMEX, par les comités exécutifs, les directions des entreprises, n'est pas assez avancée de ce point de vue-là. On n'est pas en retard en France, mais en revanche... Je ne pense pas qu'on soit en retard, mais c'est vrai qu'il y a des choses à faire, et en particulier pour développer des visions. Et puis pour comprendre aussi certaines choses, monsieur le député parlait par exemple de fuite des cerveaux. C'est marrant parce que moi je n'ai jamais vu ça comme une fuite des cerveaux, j'ai toujours vu ça comme un rayonnement international, pour la simple et bonne raison que, je vous dis ça parce que les Américains ont beaucoup d'Américains qui partent et qui reviennent, et ils ne parlent pas de fuite des cerveaux. Et en fait, je pense qu'il faut aussi la posture qu'on a lorsqu'on parle de ces sujets est importante, puisque si on pense rayonnement international, vous n'imaginez pas à quel point il y a un nombre de Français très important qui redonnent à la France, qui travaillent en collaboration avec la France aujourd'hui, et ils redonnent à leur manière, et il faut penser à eux. Et donc, moi, je ne parle pas de fuite des cerveaux, je parle de rayonnement international, ce qui permet d'avoir une posture différente pour pouvoir aborder les choses différemment. Et je pense ainsi parce que je suis dans la discipline et je sais comment nous, Français à l'étranger, on peut redonner à la France à travers notre pratique de la discipline. Vous dites ça parce que vous avez été au MIT, vous avez travaillé pour Bloomberg et vous êtes revenu. Et là, vous nourrissez les deux côtés. Ben justement, si, alors là, ça n'a rien à voir, pas forcément à voir avec le sujet, mais moi, j'ai fait un retour partiel parce que je vis entre les deux et le retour est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué ? Administrativement. Voilà. Et je le dis d'autant plus que si on veut aider les Français aussi à... Moi, j'ai plein d'amis aux États-Unis qui pensent à revenir, mais qui sont aux États-Unis depuis 10 ans et qui hésitent parce qu'ils savent tous les... Voilà, je ne vais pas donner les détails, mais c'est très, très compliqué de revenir. On a déjà évoqué cet aspect au précédent forum, en l'occurrence, mais bon, vous le ressoulignez, c'est un des points. Un mot encore avant de passer la parole à Mme Fiorina. Le premier point sur lequel vous voudriez qu'on réfléchisse pour aller un petit peu plus vite dans l'adoption aujourd'hui ? Alors, moi, d'un point de vue recherche, pour l'adoption... c'est compliqué à dire. Je pense que dans l'éducation, on a fait un grand pas. L'éducation supérieure, on a un pas supplémentaire à faire. Très important. À l'université. À l'université, l'université ou d'autres formations, pour préparer tous les gens en fait, qui ont des métiers pas forcément techniques à la base, de réfléchir, d'avoir un œil éclairant en tout cas sur ces disciplines pour pouvoir mieux se transformer, mieux l'utiliser, mieux collaborer avec ces gens
Et voilà, ça, je pense que c'est un point important, et il y en a plein d'autres, bien évidemment. Vous reviendrez dans la discussion, évidemment, pour alors, Madame Fiorina, vous êtes à la fois, vous, un ingénieur et énarque aussi. Vous avez quelques années d'expérience, en effet, dans l'évaluation des politiques publiques dans des domaines comme la transition écologique, dans l'économie numérique. Et aujourd'hui, vous avez en charge ce volet économique, c'est-à-dire les entreprises, les PME, notamment, pour les aider aussi, elles. Alors, quel est l'état des lieux? Parce que ce chiffre est souvent cité en Europe, et en France en particulier. Les entreprises qui seraient vraiment passées à une adoption opérationnelle, c'est 2 à 3% de la réalité de l'entreprise. Bon, partant de ce constat, où on se désespère, comme disait M. Botorel, ou au contraire, on se dit on peut se comparer et finalement considérer que ce n'est pas si mauvais. Qu'est-ce qu'il en est? Comment vous observez ça de votre tour à Bercy? Alors, à Bercy, on n'est pas dans une tour. Au contraire, lorsque les ministres Bruno Le Maire, Cédric O et Agnès Pannier-Runacher ont présenté le volet économique de la stratégie nationale pour l'IA le 3 juillet dernier, ils ont bien précisé que notre stratégie était ancrée dans un diagnostic qui a été fait avec les entreprises et dans les territoires. D'ailleurs, durant cette journée, les participants ont pu rencontrer un certain nombre de startups qui sont venus, d'une part, présenter leur technologie, d'autre part aussi montrer les cas d'usage sur lesquels ils travaillent avec des entreprises justement qui sont demandeuses de technologie IA. Alors, certes, aujourd'hui, le constat est que l'IA n'a pas encore imprégné les COMEX des entreprises demandeuses, mais notre diagnostic qui est donc fondé sur le terrain est que nous sommes sur un terreau qui est extrêmement fertile. Il y a 600 startups recensées en IA. Ça, c'est la cartographie de BPI France qui nous a permis de l'identifier. Dans différents domaines, dont les domaines prioritaires visés par le rapport Villani, que sont la santé, l'environnement, l'agriculture, la sécurité. Et à partir de ce terreau fertile de technologies, qui sont aussi des technologies de pointe, ces startups sont présentes non seulement en France, mais aussi sur les marchés européens et s'attaquent même d'ailleurs au marché américain. De ce terreau fertile, il faut maintenant mettre cette offre qui est hétérogène, qui est peu visible en face de la demande. Donc ça, c'est un axe de notre stratégie. Mais ce que vous avez pu remarquer, c'est qu'effectivement, des grands groupes se réunissent actuellement, par exemple, autour d'un manifeste. Donc, ce sont de grands groupes tels que Thales, Veolia, Renault, EDF, qui ont signé un manifeste et ce manifeste est en train de s'élargir pour pouvoir en fait construire un plan d'action commun sur l'IA et donc requérir des technologies françaises en priorité et européennes de l'IA. Et la deuxième chose, le deuxième chantier qui a lancé, effectivement, c'est la transformation IA des entreprises, notamment des PME. C'est un chantier qui va être lancé très prochainement, mais cet axe-là est un axe très fort parce qu'effectivement, l'IA, il ne faut plus le voir sous l'angle seulement de la technologie, mais c'est quelque chose qui va impacter la stratégie, qui va impacter les processus de production et les métiers. Oui, donc rencontre entre la technologie et la demande, premier aspect, et deuxième jambe de cette stratégie, les PME, les entreprises, le déploiement dans les entreprises. Le plan d'action, alors c'est quoi? Ça passe par quoi? Alors, par exemple, une des initiatives qui a été prise, qui a été annoncée, c'est de lancer les Challenge IA. Les Challenge IA, c'est à terme, sur un plan d'action de 3 ans, une quarantaine de projets vont être lancés entre ce qu'on appelle des sponsors, c'est-à-dire des grands groupes qui sont demandeurs de solutions IA, qu'ils soient publics ou privés. Hein, ça peut être autant un CHU qu'un groupe comme Thales. Et qui vont travailler avec des startups identifiées. Donc là, ce processus est en cours de définition dans des secteurs de l'environnement, de la santé, de la sécurité, qui sont des domaines prioritaires de l'IA. C'est un projet qui va s'étaler donc sur 3 ans et qui est financé à hauteur de 5 millions d'euros par l'État. Alors, le partage des données aussi, il a été traité par le député Botorel. Comment vous réglez cette question? Alors, le partage de données, c'est un enjeu qui est fondamental dans le domaine de l'IA. Effectivement, là, je reprends le rapport Villani. Ce que dit le rapport Villani, c'est qu'on ne manque pas de données en fait, en France ni en Europe. Le problème des données, c'est qu'elles sont actuellement en silo et qu'elles sont peu partagées. Et que les propriétaires de ces données n'ont pas forcément pris
pris en compte le fait que la valeur ne vient pas de la donnée, mais de son usage. On en a parlé la dernière fois, au dernier forum, et le fait de le reciter, c'est la preuve qu'on n'a pas avancé ou non, vous avez quand même là-dessus, dans le plan d'action, l'idée c'est d'instaurer cette économie des données. Voilà. Donc, un des axes de notre stratégie, là encore, qui a été annoncé le 3 juillet, c'est véritablement créer une économie de la donnée. On a avancé, en fait, depuis le dernier forum. Il y a un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par la Direction générale des entreprises. C'était au mois de novembre de l'année dernière. Pour le partage de données, on a reçu 78 réponses de porteurs de projets, plus ou moins mûrs, mais qui nous ont dit oui, nous sommes intéressés pour mettre en place des consortia de données, des groupements de partage de données. Et donc, à partir de ce constat-là et de ce diagnostic que nous avons fait dans le cadre de l'AMI, nous avons lancé un appel à projet qui est effectif depuis cet été, avec des projets qui sont en cours d'instruction actuellement dans le domaine du partage de données. Bon, vous êtes pas, vous êtes très carré, mais vous n'êtes pas du tout dans la langue de bois. Et donc, vous allez nous dire clairement où est-ce que ça bloque. Là, non pas vu de la tour, alors on a bien compris, c'était une provocation, mais vu de Bercy. Où est-ce que ça bloque et où est-ce qu'on peut faire mieux? Alors, où ça bloque, le problème dans le partage de données, c'est le problème de la confiance. C'est-à-dire que les acteurs, entre eux, ont besoin d'une part de se trouver, de résoudre des problèmes peut-être de concurrence ou de préservation du secret industriel ou du secret des affaires qui vont se régler dans le cadre de la donnée. Donc le problème principal, c'est toujours de trouver un tiers de confiance qui va être l'acteur central du partage de la donnée. L'autre question qui peut être aussi bloquante, c'est quel usage va être fait dans le cadre de ce consortia de ma donnée, comment va-t-elle être utilisée, et si les termes du contrat entre partenaires ne sont pas respectés, comment je peux me retirer éventuellement du groupement de données. Donc c'est la raison pour laquelle nous insistons sur le fait que dans ces consortia, et nous accompagnons les porteurs des projets dans ce cadre-là, il faut faire émerger un tiers de confiance. Ça, c'est vraiment important. Une structure qui respectera les règles, qui définira les termes du contrat en concertation avec les acteurs et qui veillera à la bonne mise en œuvre de ce contrat. Dans cette question, elle est d'autant plus aiguë que dans le continent européen se sent un peu plus fragile que les Chinois ou les Américains, et que quand on se sent un peu moins puissant, on a d'autant plus de difficultés à lâcher prise, en quelque sorte, sur des données dont on sait que c'est quand même la mine d'or. Oui, c'est effectivement le cas. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur le fait, et là j'en reviens à l'aspect entre guillemets décentralisé, c'est que nous sommes intéressés à ce que ce soit des porteurs de projets qui se connaissent et qui se fassent confiance, qui fassent émerger ces projets-là. Et d'ailleurs, l'État met 25 millions d'euros pour les aider, pour qu'il y ait un engagement dans ce domaine-là. Maintenant, si je vais un peu plus loin, vous avez sans doute entendu l'annonce présidentielle qui a été faite. Le président de la République, Emmanuel Macron, a fait son deuxième grand discours sur l'IA il y a 2 semaines dans le cadre du Global Forum en IA, for Humanity d'ailleurs. Et il a annoncé qu'il souhaite aller plus loin, c'est-à-dire aujourd'hui mobiliser les grands groupes, notamment dans les secteurs de la transition écologique, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'économie circulaire, pour qu'ils se lancent, parce ils manquent un petit peu à l'appel, pour qu'ils se lancent véritablement dans le partage de données et poussent encore cette dynamique que nous avons essayé de lancer dans le cadre de l'appel à projet. Merci. Alors, évidemment, vous me refaites signe si vous voulez réintervenir au fur et à mesure. Mais on va venir vers Rémi Loizane, si vous voulez bien. Intel, bon, on vous connaît comme étant évidemment un processeur, un fabricant de processeurs qui a évolué évidemment. Mais quelle est votre présence aujourd'hui dans l'IA? De quelle façon? Déjà, présentez-nous un peu votre activité dans ce domaine. Oui, bonjour. Intel est connu pour ses processeurs qui sont utilisés dans le grand public, mais la réalité est que 60% de notre chiffre d'affaires et environ la même chose au niveau de nos profits vient des processeurs et des architectures que l'on déploie dans les data centers et dans le cloud, tant au niveau stockage que processeur que interconnect. On a une grande présence dans ce domaine-là. Je dirais qu'aujourd'hui, au niveau intelligence artificielle, il n'y a aucune charge de travail qui ne touche pas un élément Intel dans l'infrastructure. Donc la présence est assez large et
est importante, je dirais. Oui. Alors bon, vous-même, vous êtes ingénieur formé à Grenoble, vous venez d'Épinay, vous êtes vraiment au départ, donc vous avez vos racines ici, et puis vous êtes parti à Intel au siège aussi, et vous faites l'aller-retour régulièrement. Quand vous dites que ça pénètre tout le process pour ce qui est ordinateur aujourd'hui, évidemment, le computing, pourquoi aujourd'hui vous pensez que vous avez un rôle à jouer dans cet effort que l'on fournit ici, en Europe et en France en particulier, pour aller plus loin dans l'adoption? Vous pourriez voir ça de très loin, vous, Intel, je veux dire. Oui. Déjà, je tiens à préciser, comme ma collègue, que je participe au rayonnement de la France aux États-Unis. C'est ce que je voulais dire implicitement, en faisant référence à Grenoble, par exemple. Tout à fait. On est très attaché à la chose, parce que je pense que c'est important pour l'Europe d'avoir une certaine souveraineté, tant au niveau du compute qu'au niveau des datasets. On est très impliqué par rapport à ce qui se passe au niveau de l'infrastructure, puisqu'on part du principe qu'un des éléments principaux de souveraineté va être attaché à la possibilité pour le pays ou pour le continent, en l'occurrence l'Europe, de contrôler l'infrastructure. Et d'avoir une infrastructure souveraine. Donc je pense que ce qui se passe avec GenC, ce qui se passe avec EuroHPC, qui est le développement des prochaines infrastructures Exaflop, est très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, au niveau du monde du deep learning, qui est donc la fondation de l'intelligence artificielle, tous les 3 mois et tous les 3,4 ou 3,5 mois environ, le compute nécessaire pour entraîner vos réseaux neuronaux double. Pour vous donner une ordre d'esprit, la loi de Moore, qui était la loi de base pour les semi-conducteurs, était sur une base de 18 mois, pas de 3,4 ou 3,5 mois. Donc ce qui se passe, c'est que pour que l'Europe ait un rôle prédominant au niveau intelligence artificielle, et je reviendrai, on a des pépites, notamment en France, dans ce domaine-là, je pense que c'est extrêmement important que l'Europe soit positionnée au niveau infrastructure avec des outils de calcul qui soient les plus performants. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Oui. Ce n'est pas le cas. L'Europe est à la traîne aujourd'hui même, et l'Europe est à la traîne sur la prochaine grande frontière qui est ce qu'on appelle Exaflops, c'est-à-dire la prochaine grande génération d'infrastructures. Donc ça, c'est un point sur lequel nous, on est attachés, parce qu'on pense que c'est un point sur lequel on peut avoir un impact, et qui, à mon avis, est très important également pour l'Europe. Bon, il y a, sans naïveté, il y a votre technologie. Mais au-delà de ça, quel est votre intérêt à pousser aussi l'Europe à ne pas décrocher? C'est un intérêt nous, on a un intérêt économique clair, qui est que, vu que l'intelligence artificielle, c'est sûrement la charge de travail qui est la plus importante pour Intel au niveau de nos processeurs, plus l'intelligence artificielle est adoptée, mieux on se portera. C'est clair. Alors, les leviers que vous suggérez pour aller plus vite et pour qu'on ne soit pas à la traîne. Oui, donc le premier, c'est ce que je disais au niveau infrastructure. Je pense que le deuxième levier, c'est ce qui a été dit auparavant, c'est-à-dire au niveau des datasets. Je pense qu'il y a 2 manières de regarder ces histoires de datasets. Et je vais revenir, c'est important parce qu'il y a une pépite en France qui travaille sur quelque chose qui est extrêmement important. La première, c'est ce dont on vient de parler, c'est-à-dire en fait que tous les datasets sont partagés et sont mis en avant pour le public et pour les institutions industrielles et autres. Et là, je pense que l'Europe a un grand rôle à jouer, notamment au niveau de la santé. Je pense qu'il y a vous avez en Europe, et notamment en France, on a la carte vitale. On n'a pas ça aux États-Unis, croyez-moi. Et je pense qu'il y a une richesse de data qui est énorme en Europe au niveau santé. L'autre manière de faire les choses au niveau dataset, c'est que vous laissez les datas là où elles sont. Et c'est une grande tendance, parce que ça permet en fait de laisser la data privée quelque part, et notamment au niveau santé, c'est quelque chose de très important. Il y a une boîte en France qui s'appelle Owkin, O-W-K-I-N, qui travaille sur des processus de federated learning, c'est-à-dire en fait que vos réseaux neuronaux vont apprendre de ces datas qui sont en fait dispatchées partout, sans pour autant y avoir accès directement. C'est quelque chose qui est une autre manière de regarder les choses et sur laquelle l'Europe a un grand rôle à jouer et pour lequel nous sommes également très impliqués.
Ce sera intéressant, Aurélie, que vous réagissiez, puisque vous êtes présente aussi sur la santé. Donc voilà un des leviers. Aujourd'hui, comment vous voulez aider, ou vous pourriez aider les entreprises qui, en France, s'embarquent dans ces leviers, ou en tout cas dans ces voies que vous proposez? Oui, donc on a des partenaires, des partnerships au niveau intelligence artificielle qui sont assez poussés ici en Europe. On a, notamment en France, on est en partenariat avec l'Institut Curie pour tout ce qui est interprétation de la séquence de génome. On a un partenariat avec HPE ici à Grenoble pour déploiement de clusters pour permettre l'innovation au niveau AI, intelligence artificielle, excusez-moi. On est également très impliqué au niveau du tissu de start-up locale et européenne. Intel Capital est très impliqué. On a fait des investissements assez colossaux dans ce domaine-là. Et on est également, je tiens à le dire, j'insiste, on a un partnership avec Gency, qui est l'Institut français au niveau des outils de calcul, qui est extrêmement profond pour cette génération et les prochaines générations d'infrastructures de Gency. Oui. Alors, Laurent Stéphanie, si vous voulez bien, qu'est-ce que ça veut dire intelligence appliquée chez Accenture? C'est-à-dire, on va au-delà de l'intelligence artificielle. Tout d'abord, j'ai la chance, comme Laure l'a redit d'ailleurs, d'être là, présent pour la 3e fois. Je pense qu'on voit une vraie évolution en termes de discours, et en fait, on le retrouve au travers des interventions des différents participants. Il y a 2 ans, on était vraiment plutôt dans une réalisation d'un retard potentiel. Et c'est quelque chose qu'on retrouve finalement dans, par exemple, la fuite des talents, qui était un sujet qu'on a adressé il y a 2 ans. Et on avait des agitateurs qui poussaient pour effectivement prendre cette conscience qu'il fallait effectivement investir de façon importante dans l'intelligence artificielle. Là, c'est lancé, c'est fait. Ça, c'était il y a 2 ans, et on était vraiment dans l'explication de qu'est-ce qu'est l'intelligence artificielle. Et ça, c'est lancé. Et la dynamique du rapport Villani, qui était juste avant le précédent forum parlementaire, on était plus dans quels sont les projets d'intelligence artificielle qui sont passés à l'échelle. Et là, on a dressé pour la première fois ce sujet d'intelligence appliquée. Parce que l'intelligence artificielle, c'est vraiment tout ce qui tourne autour des technologies de texte, voix, image. Et on parlait de deep learning tout à l'heure. C'est vraiment, il y a une révolution autour de ces technologies. Mais au-delà de ça, beaucoup de grandes entreprises aujourd'hui, elles investissent sur des sujets qui sont de l'automatisation, de l'analytics, qui utilisent en particulier sur les sujets d'analytics des bases de connaissances, de compétences qui sont relativement similaires. On n'a pas tous étudié il y a 5 ans, on a finalement une expérience qui est un peu plus longue, et on a pu se former sur ces sujets du deep learning et du machine learning parce que les bases algorithmiques, elles sont relativement similaires. Et donc l'intelligence appliquée, c'est la convergence de ces 3 piliers, parce que parfois on a un petit souci à bien définir ce qu'est l'intelligence appliquée ou artificielle. Alors, sur l'état des lieux, Rémi Elouanane nous dit quand même, attention, l'Europe est à la traîne. Vous dites non, on a fait du chemin, et le nombre d'acteurs s'est multiplié. Quel état des lieux faites-vous? Alors moi je reprends certains points qui ont été soulignés d'ailleurs par Éric Botorel tout à l'heure, qui ont été pris par certains de mes collègues ici, qui est de dire, il y a 2 ans, effectivement, on était peut-être dans une situation difficile, on a pris conscience de notre retard, on a investi, on a lancé une dynamique. Aujourd'hui, il y a de nombreuses entreprises qui ont déplacé leur centre de recherche en France. On parlait de fuite des talents, et aujourd'hui, on est le premier pays européen en termes d'investissement, en termes sur les startups. On déplace $1 200 000 d'investissement sur les startups en intelligence artificielle cette année, devant l'Angleterre et loin devant l'Allemagne ou l'Israël, si on élargit un peu le périmètre. Mais donc, on est vraiment dans une dynamique très positive en termes d'investissement, et nos talents, ils sont effectivement très demandés, mais ils ont tendance à rester dans l'écosystème français, où il y a un écosystème où, globalement, on peut passer d'un Facebook à un Google ou à un Huawei ou à une autre entreprise, et trouver des jobs intéressants dans des grandes entreprises internationales qui investissent dans la recherche. Tout de même, où est-ce qu'on en est dans le déploiement je dirais dans la précision de ces entreprises? Est-ce que c'est juste de la recherche avec déjà des offres suffisamment conséquentes? Je connais la réponse, évidemment, mais c'est oui. Mais comment faire pour que ce soit une sorte de bibliothèque ou de galerie marchande où il y ait déjà, et on parlera tout à l'heure de l'industrialisation, déjà la perception qu'il y a des offres accessibles pour des gens qui ne sont pas forcément
vraiment des experts, mais qui voudraient entrer dans leur entreprise ce type de technologie. Alors donc, on a pris un périmètre effectivement sur les startups. On a parlé aussi des TPE, des petites entreprises qui ont déjà une problématique autour de la numérisation, et donc parler d'intelligence artificielle, de blockchain, c'est la phase d'après, et c'est vrai qu'on est potentiellement un tout petit peu en retard sur cette phase-là. Il faut accélérer, et c'est un axe important d'investissement. Maintenant, il faut parler des grands groupes. Dans les grands groupes, quand on parle d'industrialisation, il y a environ, je dirais, il y a plus de 80% des entreprises qui ont déjà investi dans de l'intelligence artificielle à plus ou moins grande échelle. Il y a 86% des entreprises qui estiment qu'elles doivent investir dans l'intelligence artificielle dans les 5 prochaines années pour atteindre leurs objectifs de croissance, mais en même temps, 88% ne savent pas trop comment faire ce passage à l'échelle. C'est vraiment cette notion de passage à l'échelle qui est importante, mais on a beaucoup de retours. On parlait l'an dernier effectivement des nombreux projets qu'on déploie d'intelligence artificielle, de la vision par satellite, de la compréhension et de l'analyse de texte. Ça, c'est des projets qu'on fait aujourd'hui, qu'on faisait d'ailleurs il y a un an, avec d'ailleurs certaines de mes équipes qui sont dans la salle, et ça, ce sont des projets qu'on déploie. Donc on a le recul, on sait comment doit se passer un projet d'intelligence artificielle aujourd'hui pour amener le succès pour les grandes entreprises qui souhaitent investir. Alors, c'est quoi la façon vertueuse d'aborder le sujet quand on est, pas un néophyte, mais qu'on y arrive sans être un expert forcément? Alors ce qui est très important, c'est qu'un projet d'intelligence artificielle, il ne se passe pas comme un projet de SI classique. Parce qu'en fait, quand on aborde un algorithme, on n'est pas sûr à 100% qu'on aura un succès suffisant sur cet algorithme-là. Donc on est vraiment dans une démarche d'agilité. Il faut essayer avec des données, voir si on arrive à obtenir l'algorithme qu'on souhaite avec le taux de succès qu'on souhaite, et ensuite continuer. Donc il y a une première chose qui est bâtir une organisation agile pour réussir à obtenir cette structure d'organisation. C'est quoi une organisation agile? Une organisation agile, c'est une organisation qui teste une certaine base d'algorithmes sur un périmètre assez large, arrive à en sélectionner certains et ensuite investit de façon structurée pour les passer à l'échelle. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc c'est une question d'organisation. Le deuxième point, c'est aussi une question d'équipe. Ce n'est pas une question de seulement des data scientists. On en a parlé tout à l'heure. Il y a cette mauvaise perception que pour bâtir de l'intelligence artificielle, il faut uniquement des data scientists. Sur un projet à l'échelle, les data scientists ne représentent que 20% de l'équipe totale. Parce qu'il faut des experts métiers qui connaissent l'intelligence artificielle, qui posent le problème de façon intelligente pour comprendre comment on pourrait passer à l'échelle, donc qui voient les données, qui comprennent la problématique et qui arrivent à cibler le problème que l'intelligence artificielle peut adresser. Et ensuite, il y a des architectes data, il y a des agilistes, il y a des scrum masters, il y a des data engineers qui préparent la donnée pour qu'elle soit propre. Donc ça, c'est le deuxième point. C'est une équipe, il faut du leadership, mais c'est aussi une question d'équipe et la formation doit être beaucoup plus large que juste la data science. Le troisième point, c'est effectivement autour de cette donnée qui doit être propre, qui doit être en quantité, qui doit être pertinente. Ça, c'est aussi extrêmement important. Donc, j'ai parlé effectivement des équipes, j'ai parlé effectivement de la gouvernance. Et ensuite, il y a une question d'argent. Et il y a une mauvaise perception parfois sur l'argent, c'est que globalement, il y a beaucoup d'outils sur étagère. Il y a beaucoup d'outils sur lesquels il ne faut finalement pas réinventer le fil à couper le beurre. Et donc, il faut savoir cibler là où on doit investir. Quand on parlait d'investissement tout à l'heure, ça ne sert à rien d'essayer... Il y a des briques algorithmiques qui sont déjà très très pertinentes. Donc il faut, en tant que grand groupe... Pardon, on veut souvent, on est souvent sensible à l'idée de la souveraineté. Et donc on cherche à aller ailleurs que sur les étagères proposées par GAFAM ou BATX, en tout cas GAFAM beaucoup. Tout à fait. Alors là, quand on parle effectivement d'algorithmes, quand on parle d'algorithmes, finalement, il y a un certain nombre de ces algorithmes qu'on trouve sur étagère, finalement, c'est des versions, ces versions déployées et packagées de la recherche scientifique, faite en France ou à l'étranger, par les brillants candidats qu'on a aujourd'hui, qui travaillent aux États-Unis en particulier, qui ont développé certaines bases algorithmiques qui sont finalement packagées sur étagère et disponibles pour être déployées par les grands groupes. Alors ensuite, effectivement, on a un périmètre assez large et on peut les choisir au sein de startups françaises ou au sein de grands groupes américains ou chinois qui, effectivement, les packagent de façon intelligente pour qu'elles les rendent plus accessibles à l'ensemble de nos entreprises.
entreprises. On y reviendra dans la deuxième table ronde en particulier. On ira encore plus loin sur ces leviers et sur la façon d'industrialiser encore davantage. On pourrait lancer le débat sur l'éthique, il a été évoqué, sur l'état des lieux, mais je vais vous passer la parole, Laure Laraudière, si vous voulez déjà réagir, puis faire réagir un peu la table ronde avant de me tourner vers la salle. On a le temps pour s'il y a des réactions ou des questions qui interviennent. Votre sentiment déjà, qu'est-ce que vous inspire? Je voudrais rebondir sur les premiers propos de Laurent pour dire que moi, je suis fière en fait des progrès de la France depuis 2-3 ans en matière d'intelligence artificielle et en matière de politique et de décisions politiques prises en France par rapport à il y a 2-3 ans. C'est certainement pas suffisant, il faut certainement aller plus loin et on n'est qu'au début du chemin, mais il y a eu des décisions importantes de prise. La France s'est emparée de ce sujet, a porté au niveau international AI for Humanity, et je crois qu'on peut être fier de ça, et on peut être fier de cette voie-là, et on peut être fier d'ancrer le fait que nos startups s'insèrent en fait dans cette réflexion. Je suis sûre qu'en termes de part de marché moyen terme, les labels de sociétés qui auront AI for Humanity auront des parts de marché spécifiques, naturellement en Europe, puisqu'on bâtira un cadre réglementaire, à mon avis, d'usage de l'intelligence artificielle d'un point de vue éthique. La nouvelle Commission européenne a annoncé ça, et ça va être le chantier de cette mandature, mais aussi dans certains autres pays à l'international. Deuxième chantier dont on peut être fier, qui a été porté depuis 2-3 ans, c'est finalement se dire, oui, on a besoin d'une souveraineté technologique en Europe si on veut rester indépendant, si on veut être capable d'assurer la sécurité pour nos citoyens et nos entreprises. Et donc, depuis 2 ou 3 ans, le thème politique de la souveraineté technologique a été porté par la France au niveau européen. La troisième chose, on peut être aussi content des progrès qui ont été faits dans la prise de conscience par les grands groupes des enjeux technologiques et au plus haut niveau des COMEX et de l'intelligence artificielle, et de la nécessité finalement de travailler sous forme de consortium pour pouvoir ne pas se faire happer dans les solutions qui sont proposées par les GAFA, et d'ailleurs ne pas devenir trop dépendant de ces solutions-là pour perdre sur son propre métier. Je pense par exemple à tout ce qui est voiture autonome, à tout ce qui est... En fait, si le pilote de la voiture est Google, c'est plus embêtant que si le pilote de la voiture est un consortium réorganisé entre Renault, Peugeot et d'autres constructeurs européens. Et donc le partage des informations et des données entre des grandes entreprises d'une même filière est important. Et donc le positionnement de la DGE sur ces enjeux à la fois de souveraineté technologique, mais aussi d'animation de consortium dans le domaine des nouvelles technologies et de l'IA est très important. La troisième chose dont on peut être fier, c'est la prise de décision du président de la République et l'engagement, ce n'est pas une prise de décision, mais l'engagement fait de grands investisseurs pour mettre 5 milliards d'euros sur le financement de la technologie récemment. Parce qu'on sait que ça consomme énormément de capital, de pouvoir développer de la souveraineté technologique et des réponses appropriées. Donc ça va plutôt dans le bon sens et on peut en être fier. L'autre résultat, c'est les 600 startups d'intelligence artificielle qui sont identifiées en France. Et la création aussi de centres de recherche en France sur l'IA, que ce soit de grands groupes étrangers, toutes nationalités confondues, ou de groupes français. Alors pourquoi c'est important ? Parce qu'on garde nos talents en France. C'est-à-dire, moi j'entends beaucoup moins parler aujourd'hui de fuite de cerveau parce qu'on offre en fait à nos jeunes talents formés en France des jobs passionnants en France, peut-être un peu moins rémunérés que dans la Silicon Valley, mais très attractifs néanmoins. Et donc c'est une façon de les maintenir sur notre pays et de leur offrir des carrières en France. Alors, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, à la fois pour l'acceptation de l'intelligence artificielle par les citoyens et par les entreprises et leur diffusion. Ça a été très bien dit par Aurélie Jean. On parle beaucoup, en fait, les grands groupes ont commencé à prendre conscience en fait qu'il fallait qu'ils aient des projets d'intelligence artificielle. C'est beaucoup moins vrai dans les ETI et encore moins dans les PME. Et je pense que dans ces entreprises-là, ce qui se diffusera, ça ne sera pas
un POC d'intelligence artificielle. Ça sera, tiens, on m'a proposé une solution informatique qui répond à un de mes enjeux de productivité, de compétitivité, de qualité de service. Et donc j'achèterai, en tant que président de PME, en tant que dirigeant de PME, en fait une solution que je vais mettre en œuvre. Mais ça ne marchera et ça ne sera possible que si, et ça c'est de la responsabilité réellement du dirigeant du PME, que si j'explique à mes salariés ce que va faire exactement le logiciel, que ce n'est pas une boîte noire, comment ça fonctionne, où est-ce que ça fonctionne bien, et quel est le futur rôle du salarié par rapport à ce déploiement-là. Sinon, on va au-devant de grandes difficultés. Et donc l'accompagnement qu'on doit faire des entreprises, elle est non pas forcément sur ce que c'est qu'un algorithme d'intelligence artificielle et comment on peut bâtir des POC avec des startups, c'est beaucoup plus, c'est à partir du moment où j'ai une solution qui m'est offerte, par mon fournisseur informatique ou d'autres, comment je l'intègre dans mon entreprise pour que ça se passe bien et comment j'accompagne mes salariés en matière de formation sur leur nouveau métier. Que ça soit, j'en discutais, alors c'est pas tout à fait dans le domaine de l'entreprise, mais c'est dans le domaine de l'hôpital ou des laboratoires de radiologie. J'en discutais hier avec un médecin qui me dit, c'est simple, de toute façon, l'algorithme, il lit beaucoup mieux que le radiologue. Et donc, tout le temps passé par le radiologue aujourd'hui, qui était d'analyser les images, va disparaître. En revanche, il faut qu'on repositionne les radiologues sur un meilleur accompagnement médical, parce que les radiologues sont des médecins. Et donc, ce qu'ils voient ils vont pouvoir expliquer beaucoup mieux qu'ils ne le font aujourd'hui ce qui va se passer pour le patient demain, après avoir révélé que vous avez une fracture, un cancer ou je ne sais quel problème médical. C'est pareil pour les comptables. Les comptables aujourd'hui, on dit qu'ils vont être remplacés par des algorithmes d'intelligence artificielle. Il faut savoir, un comptable, ça ne fait pas que de la saisie de documents comptables. Ça analyse. Ça analyse. Ça donne des conseils. Ça peut se compléter justement sur la numérisation des PME. Ça peut aider en fait à l'analyse des processus dans des PME. Donc voilà, donc ça c'est essentiel. Je voudrais d'abord saluer vos collègues Christine Aignan et Valéria Faure-Muntian qui viennent d'arriver, qui nous ont rejoints et qui participeront tout à l'heure notamment aux tables rondes suivantes. Sur ce débat, sur la difficulté qu'il pourrait y avoir, le frein que pourrait représenter les exigences éthiques, humanistes de l'Europe. On l'a déjà eu dans les forums précédents. Il semble qu'il est bien avancé quand même. Aurélie, oui. Vous nous dites ça va être un atout. On est déjà là aujourd'hui dans cette discussion. C'est-à-dire que c'est en train, le RGPD étant digéré, au moins sa première phase, de devenir vraiment un atout. Vous qui, tous les deux, les trois, faites l'aller-retour, je dirais, vous de l'autre côté de la Seine et vous de l'autre côté de l'Atlantique. Je pense que c'est un différenciateur compétitif. Pardon ? C'est un différenciateur compétitif. Et quand je dis ça, c'est pas un discours de bisounours, c'est réel et je vais expliquer pourquoi. C'est-à-dire que le RGPD, le RGPD impacte les États-Unis puisque toute entreprise qui travaille sur le territoire, qui fait du business sur le territoire français, doit s'adapter au RGPD. Et vous imaginez bien qu'on ne va pas commencer à maintenir non plus de système, de code, voilà. Donc très vite on tend vers le RGPD et ça influence énormément les entreprises. Il impose sa norme. Il impose sa norme quelque part. Et surtout, je tiens à préciser, on a tendance à mettre les États-Unis et la Chine au même niveau. C'est quand même deux pays très différents. On est beaucoup plus proche des États-Unis qu'ils ne le sont de la Chine. Il faut quand même pas. C'est pas le pays des cow-boys non plus, donc faut pas. Voilà, en termes de protection des données aussi. Un point, donc pour moi l'éthique c'est très important puisque en fait, et ça va avec l'adoption, c'est que si les gens comprennent comment les outils fonctionnent, ils vont naturellement aller vers certains outils plutôt que d'autres. Quitte à payer, et vraiment je le pense, quitte à payer 1, 2 ou 3 euros par mois pour avoir cet outil. Vous parlez du grand public, là. Du grand public, et j'en suis persuadée. Et parce que c'est le grand public, en fait, dans le cadre de l'éthique, vraiment en termes d'usage, puisque les entreprises ont un risque réputationnel fort à gérer, donc doivent inévitablement avoir des solutions éthiques, je pense. Mais voilà, donc je pense que c'est un vrai différenciateur économique, et c'est pas un discours de bisounours, c'est vraiment... Mais pour y arriver, il faut vraiment faire en sorte que les gens comprennent comment les outils fonctionnent, faire en sorte que les gens comprennent quel outil utiliser plutôt que d'autres. Et je le dis d'autant plus qu'on voit des scandales en fait, analytiques, numériques, et pour autant, les gens sont scandalisés, les gens s'énervent, mais on ne voit pas une différence dans leur usage. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore ce lien qui a été fait entre scandale et usage.
En tout cas, manière d'utiliser un outil, quoi. Laurent Stéphanie, sur ce point, Madame Fiorina, Rémi Eloizane. Alors, ce qui est très intéressant avec la GDPR, c'est que 2 ans avant la GDPR, 91% des entreprises ne savaient finalement pas comment l'adresser, ils ne savaient pas vraiment comment elles géraient leurs données. Vous parlez du RGPD version oui, pardon. RGPD. J'ai vécu moi aussi la moitié de ma carrière aux États-Unis. Je sais, c'est finalement, pour ça que je me rends compte qu'il y a beaucoup de talents qui sont revenus ou qui essayent de revenir en France. J'ai perdu le fil, mais globalement, 91% des entreprises avaient peur finalement de la façon dont ils géraient les données, et finalement, ça a été un non-événement. Ce qui est quand même très intéressant, c'est que ça a lancé encore une fois une dynamique, et qu'aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une norme européenne aussi. C'est-à-dire qu'avant, c'était très compliqué de savoir comment gérer ces données dans l'ensemble des pays européens. Et au moins, ça a statué sur cette dynamique-là qui est extrêmement importante pour l'accès à la donnée, de dire voilà comment on fonctionne, c'est une norme, elle est plus ou moins restrictive, mais voilà comment on va fonctionner. Et c'est aussi un positionnement fort par rapport aux États-Unis et au reste du monde. Donc finalement, la norme européenne fait un peu jurisprudence de l'autre côté de l'Atlantique. Alors c'est ce que disait finalement Éric Bothorel tout à l'heure, en disant il y a effectivement une première norme qui a été lancée en Californie et qui pourrait faire jurisprudence pour le reste des États-Unis. Donc c'est un mouvement fort d'accompagnement vers cette jurisprudence sur la protection des données. Laure de la Rodière et Madame Fiorina. Pour moi, c'est presque un miracle européen, le RGPD, en fait. Réellement. Voilà, quand j'entends... Mais on ne le pensait pas il y a 3 ans. Oui, on ne le pensait pas il y a 3 ans parce que tout le monde se positionne par rapport à ça. C'est-à-dire, c'est pas uniquement les États-Unis. J'ai eu la chance de faire 2 déplacements en Asie, à Taïwan et en Corée du Sud en 2019. Les gens nous posent des questions et se positionnent aussi par rapport au RGPD. Donc on est en train de donner le là. Et il ne faut pas s'arrêter sur cette belle lancée, c'est-à-dire prendre aussi les autres enjeux réglementaires et éthiques que pose le numérique et le porter au niveau européen. Et ça sera un atout compétitif naturellement pour nos startups et nos entreprises. Au passage, c'est gratifiant pour une Europe qui se cherche comme une forme de souveraineté et de puissance, en quelque sorte, au moins sur ce point. Aurélie Jean, Christelle Fiorina, Aurélie Jean veut réagir. C'est vrai que quand on pense RGPD, alors RGPD, tout n'est pas parfait, il va évoluer, c'est une évidence, mais on pense tout de suite protection des gens. Et en fait, il y a aussi un point qui est très important pour reprendre ce qu'a dit Rémi et qui pour moi est fondamental, parce que ça m'aide dans mon travail, c'est que si les gens sont mieux protégés, si les gens comprennent comment ça fonctionne, ils vont mieux collaborer. Et dans le cas de la santé, c'est fondamental, puisqu'en fait, dans le cas de la santé, même si on a l'avantage en France d'avoir un système national étatique qui fait qu'on a plein de données de la santé, on a un inconvénient, c'est que du coup, dès qu'on veut faire une transformation, il faut transformer l'État, donc c'est compliqué. Par contre, il y a aussi un inconvénient, hein, il faut faire attention à ça, c'est qu'il faut convaincre les gens de collaborer avec les acteurs étatiques ou économiques de façon à ce qu'ils puissent donner leurs données, mais ils le feront que s'ils sont dans une position de protection. Ouais. Donc c'est aussi un avantage de ce côté-là. Christelle Fiorina, Rémi Eloizane. Pour revenir sur cette question de la 3e voie, effectivement, l'Europe a une bonne intuition et cette intuition a été au départ une intuition française. En fait, AI for Humanity, c'est venu du discours du président de la République en mars 2018. On parlait des évolutions qui ont eu lieu depuis 2 ans, y compris des réflexions au sein même de ce forum. Je pense que la question de l'utilisation de la donnée, du respect des données personnelles, y compris dans le grand public, était beaucoup moins présente il y a 2 ans que maintenant. Oui. Alors, nous, au niveau de la direction générale des entreprises, on dialogue pas directement avec les consommateurs et les citoyens, plutôt avec les entreprises. Et on est à cheval entre l'offre et la demande, et on s'aperçoit qu'effectivement des entreprises demandeuses en France, grands groupes comme PME, commencent à nous dire tu sais, je cherche des solutions françaises ou européennes respectueuses, parce que je comprends qu'à un moment donné, si je développe l'IA dans mon entreprise et que j'arrive pas à garantir une IA de confiance, une transparence sur les algorithmes et sur ce que je fais des données, je risque de pas avoir de débouchés. Ouais. Donc en fait, ça commence aussi à percoler dans les entreprises en termes de stratégie, qui est de dire mais je préfère construire mon IA sur une base, je dirais française, voire même européenne, mais en tout cas qui garantit ce cadre éthique européen, parce que sinon, je risque d'avoir des problèmes de débouchés tout simplement sur mes marchés. Si les responsables d'intelligence artificielle des grandes ou des PME françaises, en plus, tutoient les hauts fonctionnaires de Bercy, c'est bon signe, c'est que les choses évoluent aussi dans ce pays. Rémi Eloizane, votre sentiment sur ce débat? Oui, en étant franco-américain maintenant, je suis hyper fier, moi, de ce qui s'est passé au niveau GDPR. Je vois, on est très lié à Facebook et on a vu beaucoup de choses chez Facebook
que vous avez aussi vu par rapport à leur attitude. Donc je pense que c'est excellent et je pense que la place de l'Europe est extrêmement importante pour tout ce qui va être la régulation au niveau intelligence artificielle. Je voudrais y revenir, notamment au niveau de l'explicabilité des modèles. Oui. Où l'Europe doit avoir un rôle, parce que je vois que l'Europe qui peut avoir ce rôle-là aujourd'hui. L'explicabilité des modèles, aujourd'hui, on n'est pas capable vraiment de comprendre comment le réseau neuronal arrive à un résultat donné, à une prescription donnée. Et il y a beaucoup d'activités qui est autour et dans lesquelles Intel contribue pour pouvoir développer des réseaux neuronaux sur lesquels on peut extraire le raisonnement du réseau neuronal, c'est-à-dire de comprendre comment il est arrivé à cette décision-là. C'est important pour plusieurs raisons, d'un point de vue industriel, pour comprendre la performance d'un réseau neuronal. Mais également, c'est important pour un régulateur, et je pense qu'il devra avoir de la régulation pour pouvoir comprendre pourquoi la machine a pris cette décision. Et c'est également important pour la personne qui est victime entre guillemets, de la décision. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à un état des lieux où tout le monde a assez d'informations pour pouvoir défendre son cas. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui, et c'est un grand sujet de recherche sur lequel j'espère l'Europe pourra aider. On participe chez Intel à pas mal de forums. On a créé une institution qui s'appelle Partnership on AI avec Yann LeCun, Intel et d'autres compagnies pour pouvoir avoir ces débats, une sorte de safe zone pour pouvoir en discuter. On est impliqué avec l'Université of Chicago sur une plateforme qui s'appelle Aikitas, qui permet à des développeurs d'avoir un framework pour pouvoir au moins prendre dans leur code des considérations de biais ou de fairness. On travaille également sur des outils qui sont vraiment de programmeurs purs au niveau Command Line Interface, qui s'appelle Deon, qui nous permettent en fait également d'avoir un checklist au niveau de processus éthiques dans le développement de vos réseaux neuronaux. Exemple, est-ce que si vous utilisez des données privées, est-ce que vous avez pris en compte d'où ces données viennent ? Et il y a tout un checklist que vous pouvez suivre lorsque vous développez votre projet. Donc on participe du mieux qu'on peut, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel l'Europe, la France, mais je dirais l'Europe en particulier, peut avoir un énorme impact. Oui, et à donner le ton et à susciter toutes ces initiatives que vous venez d'évoquer. Oui, bonjour, Nicolas Blanc, je suis délégué national CFE-CGC au numérique. Donc j'étais très intéressé par cette table ronde. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Madame la députée, sur ce que vous avez dit sur l'adoption dans les entreprises. Je pense que c'est très important qu'on soit associé en amont. Alors je pense aux consultations éventuellement dans les CSE, parce qu'en France, on a déjà l'arsenal, si vous voulez. On a déjà, à mon avis, on a déjà l'introduction de nouvelles technologies qui, depuis un moment, nous permettrait de nous appuyer là-dessus. Donc moi, je pense que je milite aussi pour les travaux du High Level Expert Group. Je pense que c'est par l'adoption d'une norme européenne, c'est-à-dire par de l'éthique, par de la confiance, c'est à travers ce panel d'éthique, etc., on pourra mettre en place l'intelligence artificielle. Mais le relais, je pense, après il faut trouver des relais. Et les relais dans l'entreprise, ça peut être les organisations syndicales. Comment, parce que vous en avez parlé tout à l'heure, on voit bien c'est les équipes pluridisciplinaires. Comment former les gens ? Et ma question derrière, c'est est-ce que ça sera dans le volet social du manifeste de l'IA qu'on va avoir ces réflexions-là sur comment former ? Parce que les entreprises essaient de s'approprier l'intelligence artificielle, mais il y a quand même une certaine réticence, une peur, on va dire, des salariés aujourd'hui. Et je pense qu'il faut les associer justement à la démarche. La démarche peut être faite en amont, par exemple, par de la formation, de l'accompagnement, etc. S'il y a mutation, si c'est l'emploi augmenté, l'emploi, on l'accompagne justement pour comprendre l'intelligence artificielle. Si c'est l'emploi supprimé, c'est comment on peut anticiper au mieux, par exemple par des gestions provisionnelles des emplois et de compétences plus agiles, plus réactives, qui permettent d'anticiper, et ceci à l'échelle française. Bonjour, André Lezoco-Pietri. Alors, ça sera une vraie question. On a entendu cette ode au GDPR. C'était une vraie question, monsieur le précédent, c'était une vraie question. Au GDPR, on voit 15 mois après qu'il y a de plus en plus de rapports qui montrent que, le RGPD crée en fait une barrière à l'entrée pour les nouveaux entrants dans le monde du data, et qu'en fait, ça pourrait se retourner comme donnant en fait un outil qui protège les acteurs existants, qui sont aujourd'hui les GAFA et les BATX. Et deuxième chose, que ça augmente les coûts forcément de rentrer dans ce business de l'IA, puisqu'il faut avoir des GDPR officers, et que forcément ça touche pas les grands groupes pour qui c'est l'épaisseur du trait d'avoir 5, 10, 20 personnes, mais évidemment les plus petits acteurs qui sont ces 600 acteurs de l'IA qui ont été cités. Donc comment est-ce que
Comment vous voyez ça et qu'est-ce qu'on peut faire? Bonjour, Maxence Demarié, directrice du numérique au MEDEF. Je voudrais en fait poser la question à la DGE et aussi à Laure. Comment est-ce qu'on pourrait adresser la problématique des freins au partage des données? Parce que nous, dans nos groupes de travail, beaucoup d'entreprises se prononcent de manière frileuse, voire opposées au partage, parce qu'en fait, elles ont l'impression qu'à force d'entendre les données sont votre nouveau pétrole, votre nouveau or, et on leur demande d'ores et déjà de le partager avec d'autres, y compris avec des concurrents. Donc en fait, je pense qu'il y a une incompréhension de qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on veut faire, quelles sont les garanties qu'on donne, et je pense que ça vaudrait le coup qu'on en parle un peu plus, parce que là, pour l'instant, j'avoue que moi, ce qui revient chez nous, c'est plutôt quelque chose de pas très encourageant au regard de ce que vous venez de dire. Sur la première, effectivement, ce qu'on voit, c'est que il faut former un périmètre beaucoup plus large, on l'a dit, que les data scientists, et il y a de nouveaux métiers. Donc ça, c'était un périmètre important. Le deuxième, c'est que 2/3 des employés aujourd'hui disent « je veux me former à l'intelligence artificielle, c'est important pour moi ». Ensuite, il y a une réalisation effectivement concrète qui est de dire quels sont le pourcentage d'entreprises qui disent qu'elles vont investir de façon significative pour se former à l'intelligence artificielle, et là, on est de 3%. Donc effectivement, on parlait tout à l'heure d'un réveil qu'on a eu il y a 2 ans sur les sujets d'intelligence artificielle, sur les sujets de la formation, en particulier les formations continues pour avoir plus de personnes qui peuvent adresser ces sujets. Il y a un sujet et effectivement, il faut qu'il y ait cette même dynamique pour se lancer sur les sujets de la formation autour de l'intelligence artificielle. Ensuite, sur les sujets de la RGPD, je le dis correctement cette fois-ci, et pas GDPR, sur les sujets de la RGPD, je pense qu'il y a un point, et j'aimerais bien revenir éventuellement au point que Rémi faisait, sur il y a une approche algorithmique qui permet, dans certains cas, effectivement, de laisser les données là où elles se trouvent, et au travers d'une edge device, de pouvoir entraîner les données, entraîner les modèles, sans nécessairement faire transiger et exposer ces données aux plus grands groupes. Sur cette question des coûts quand même et du risque de bouclier, votre réaction, Laure de la Rodière? Mais moi, je pense qu'on aurait eu le même problème si on n'avait pas fait le RGPD. C'est que les GAFAM sont très, très, très puissants. Ils ont un potentiel de recherche considérable. Et donc, la barrière à l'entrée, elle existe aussi de ce fait-là. C'est que je ne suis pas sûre que mettre un peu d'éthique, créer une barrière à l'entrée infranchissable pour les nouveaux entrants. Elle est de toute façon difficile. Donc on ne peut pas se priver d'avoir une réflexion européenne de réglementation qui corresponde à nos valeurs et qui, pour moi, va apporter en fait des avantages comparatifs dans les modèles développés et qui seront toujours mieux perçus au départ par une start-up qui sera de culture française, dans sa façon de conduire la recherche, dans son implantation géographique, qu'un grand groupe chinois, ça c'est sûr, mais aussi qu'un grand groupe américain. C'est-à-dire, je pense que les barrières à l'entrée, de toute façon, elles existent. Et j'entends et je lis les mêmes conclusions de vous, mais je pense qu'on peut aussi lire l'inverse. Sincèrement. La dynamique qui s'est enclenchée depuis 2 ou 3 ans en France tente à prouver l'inverse, en fait. Aurélie, sur ce souhait d'implication et en même temps cette, non pas frilosité, mais bien crainte sûr. Responsable des patrons d'entreprise. J'aime beaucoup ce que dit Laure, parce qu'en fait, oui, ça aurait été pire, je pense, sans le RGPD. Par contre, je vous entends et je suis d'accord avec vous, parce que moi, j'ai beaucoup d'entreprises autour de moi, des copains qui ont des boîtes non technologiques, et à cause du RGPD, je dis à cause, c'est vraiment, c'est ça, ils ont été perdus, ils ont dépensé beaucoup d'argent à mettre des systèmes en place, à être GDPR compliant, comme on dit. Et c'est vrai, peut-être qu'il y a des choses pour les aider qui ne sont pas au courant, mais je pense qu'il y a un accompagnement des boîtes non technologiques, des petites tailles, qui est à faire parce qu'elles sont paumées et elles dépensent beaucoup d'argent, parfois inutilement, parce qu'elles vont vers des opérateurs qui ne leur donnent pas forcément un service d'une bonne qualité au prix justifié. Mais voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire. Je vous entends parce que moi je le vois autour de moi. Concernant la data, ce que vous disiez, c'est en fait, je n'aime pas cette expression. La data, c'est pas le nouveau pétrole. La data ne sert à rien si on n'en fait pas quelque chose d'intelligent. Alors c'est pour ça qu'en fait d'aller vers une politique d'aller collecter de la donnée massivement quelle qu'elle soit, de n'importe quelle façon, et de mettre tout dans un data lake, parce que de toute façon on le réutilisera un jour, je pense que c'est la mauvaise démarche, parce que ça ne permet pas de réfléchir comment cette data doit être utilisée. Donc c'est vrai que là encore, dans le terme d'adoption, il y a cette expression, essayer d'expliquer en fait qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données. Et en fait, c'est pour ça que le fait de partager des données, c'est pas grave en fait, vraiment. Et d'ailleurs, il y a plein de boîtes qui le font déjà. Par contre, c'est ce qu'on fait avec ces données qui est intéressant et qui là est du coup plus propriétaire, j'ai envie de dire, en termes d'IP, quoi. Christelle Fiorina, sur cette inquiétude des entreprises, en tout cas cette vigilance
C'est plutôt ça que nous exprime le MEDEF. Et sur le souhait aussi des salariés d'être impliqués pour être dans la course et pas supprimés. Sur l'inquiétude des entreprises, comme j'ai pu le dire, sur le partage de données, c'est une inquiétude qu'on a entendue, et notamment dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt. Mais c'est vrai que comment adresser cette problématique aux entreprises, c'est de leur dire, voilà, le point de base, c'est qu'il ne manque pas de données en France. On en a des datasets, ils ne sont pas partagés. Et c'est ce qui nous empêche en fait de développer des algorithmes, mais in fine des technologies. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de ce que ça peut apporter aux entreprises, mais l'idée, effectivement, c'est de leur dire que la richesse, elle ne vient pas de la data. La richesse, elle vient de ce qu'on fait de la data. Et le fait, pour nous, d'avoir opté, suite à nous, la DGE, suite à l'AMI, à opter de mettre de l'argent public, 25 millions d'euros, sur des consortia de données, des groupements de données qui vont se retrouver entre acteurs dans un climat de confiance, avec une contractualisation qui leur sera propre de partage de la donnée, c'est leur dire aussi... Vous partagez comme vous le souhaitez, vous avez votre business model, vous le contractualisez entre vous dans un climat de confiance, mais l'État vous incite à partager la donnée. C'est l'exemple cité par Laure de la Rodière de la plateforme automobile et du partage en ce moment d'une bibliothèque de sécurité, enfin sur les accidents, sur la recherche sur le véhicule autonome entre Peugeot, enfin entre PSA et Renault par exemple. Absolument, et c'est un cas qui est emblématique, mais qui n'est pas le seul. C'est des grosses entreprises. Où on amène des entreprises qui sont concurrentes, en l'espèce, à partager leurs données sur les systèmes dits critiques. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais parce que si elles ne le font pas, de toute façon, d'autres vont prendre l'initiative à leur place, et donc d'autres vont prendre les marchés à leur place in fine. Alors, Rémi Elboisan, juste un petit mot, ce sera le dernier de cette table ronde, si vous voulez bien. On est arrivé au bout de cette table ronde. Est-ce que ce qui vient d'être dit, vu de Boston ou de San Francisco, change les choses pour vous? Vous comprenez aussi ce souhait des salariés d'être impliqués? Parce que personne n'a vraiment répondu sur cette question. Oui, c'est assez intéressant comme question. Alors, on n'a pas d'organisation syndicale vraiment... aux États-Unis pour autant, mais on a une énorme demande de nos employés au niveau des problèmes éthiques. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Oui, notamment chez Intel. On a des collègues chez Google qui ont les mêmes problèmes également. Enfin, ce n'est pas des problèmes d'ailleurs. Je pense que nos employés seront plus productifs si on répond à leurs questions sur ces problèmes-là. Donc je pense que c'est un problème très important. Deuxième point, au niveau de partage des données, juste sur un dernier point, je pense qu'il faut être aussi un peu pragmatique. Je pense que ça va pas être simplement la mise en place de datasets. Je pense qu'il y a beaucoup de technologies à développer. On en a parlé un petit peu au niveau federated learning. Il y a également tout ce qui est processus d'inscription et la possibilité de processer des réseaux neuronaux contre les datas qui sont encryptées, qui nous permettra également d'accélérer l'adoption de cette technologie-là. Donc je pense que il faut regarder la chose avec plusieurs approches. Merci. Laure de la Rodière, un petit mot très court et vous concluez la table ronde si vous voulez bien. Simplement pour dire et rebondir sur les propos de la première question, que vous avez fait toute la synthèse, monsieur, de l'accompagnement nécessaire des salariés, et bien évidemment les organisations syndicales doivent être impliquées dans ces démarches. Impliquées, pourquoi pas dans ces tables rondes, évidemment, parce que l'implémentation d'algorithmes de solutions à base d'algorithmes d'intelligence artificielle dans les PME vont transformer complètement les métiers. Donc il faut faire de l'accompagnement, il faut faire de la formation, il faut faire de l'explication, et il faut naturellement que les dirigeants d'entreprise en aient conscience et que les syndicats de salariés puissent être associés à ces démarches-là pour que ça se passe bien au sein de l'entreprise. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci pour ces 3 questions extrêmement complémentaires et pertinentes et pas du tout téléphonées. Elles sont venues, voilà. Non, je dis clairement. Et on va évoquer ces questions et rentrer un peu plus dans le détail dans la table ronde suivante. Je voudrais, en remerciant nos orateurs, citer Aurélie Jean, De l'autre côté de la machine, voyage d'une scientifique au pays des algorithmes, aux éditions de l'Observatoire, et citer aussi la boîte à quiz que vous avez rédigée et qui vient d'être republiée par Marabout. C'est un jeu avec des cartes, un quiz sur l'IA et le numérique pour que tout le monde dans la famille puisse y accéder. Et à quelques semaines de Noël, après tout, je cite aussi la boîte à quiz. Merci Aurélie Jean, merci à tous, merci Madame la députée pour votre...